Bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici. Un sujet qui va intéresser beaucoup d'entre vous, donc, maison d'édition, diffusion, distribution, vers un contrat idéal. À la table, nous avons, pas dans l'ordre, Benoît Laureau, éditeur et fondateur des éditions de l'Ogre, membre de l'EDIF, Association de l'édition indépendante en Île-de-France. Par ailleurs, Benoît mène un travail de réflexion sur justement les contrats de diffusion-distribution avec plusieurs maisons d'édition indépendantes. À sa droite, Mathieu Reynaud, directeur commercial de Harmonia Mundi Livre. Et tout au bout de la table, Régis de Villers, président de Belles Lettres Diffusion-Distribution. Et pour animer, donc, je suis Anne Béraud, je travaille depuis une vingtaine d'années dans les métiers du livre, j'ai un peu grenouillé dans pas mal de vos structures, librairies, éditions, institutions. Je voulais commencer en accord avec les intervenants par une brève définition de ce qu'est la diffusion et ce qu'est la distribution, pour qu'on se parte tous d'un cadre commun. Donc, la diffusion, déléguée ou non, désigne les opérations commerciales et marketing mises en œuvre par les éditeurs dans les différents réseaux de vente. La diffusion déléguée représente les catalogues de plusieurs maisons d'édition auprès d'un grand nombre de points de vente dans un but de commercialisation de ces catalogues. La distribution assure les tâches liées à la circulation physique du livre, stockage, transport, et à la gestion des flux financiers qui en sont la contrepartie, traitement des commandes et des retours, facturation et recouvrement. Elle a pour but l'approvisionnement constant des points de vente afin de répondre à la demande du public. En somme, la diffusion-distribution doit commercialiser une offre extraordinairement riche auprès de clients extraordinairement différents. Je vais donner la parole à nos intervenants. C'est une table ronde qui risque d'être un peu dense, on a relativement peu de temps. En 3 mots, comment définiriez-vous le contrat de diffusion-distribution idéal de votre point de vue? Et comme Benoît Laureau est le seul représentant de maison d'édition, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous et toutes. 3 mots, transparence, co-construction et interdépendance. J'imagine qu'on aura le temps de développer derrière. Bien sûr. Merci Benoît. Régis, pour Belles Lettres. J'ai retrouvé mes notes. Durable, vertueux, limpide. Merci. Et Mathieu? Alors, on se rejoint un peu. Moi, j'avais pensé, alors j'ai un peu triché, à clair, gagnant, gagnant. 2 fois gagnant, donc. Alors, moi, je note qu'on a on va commencer par la partie que je trouve très positive, la co-construction, gagnant-gagnant. Vous avez l'air d'être tous d'accord. En quoi est-ce que vous, actuellement, les services rendus par la diffusion-distribution dans le cadre des contractuels avec les maisons d'édition, en quoi est-ce que c'est déjà gagnant-gagnant? Mathieu? Ok, on attaque dans le dur. À quoi c'est gagnant-gagnant? Alors, il y a plusieurs axes, plusieurs approches, et souvent on sous-tend la question économique, en fait, dans un premier temps. Donc c'est la répartition de la valeur sur le travail et l'engagement des deux. Et on rejoint directement le mot clair, c'est-à-dire quand nous on accueille un éditeur, on a à cœur de justement lire ensemble le contenu pour savoir exactement quels engagements on prend et quels engagements l'éditeur doit prendre, de manière à ce qu'on soit à l'aise sur ce que l'un attend de l'autre. Donc on rentre très rapidement dans ce qu'on attend dans le cas d'une délégation de diffusion-distribution en termes de responsabilité, et on va très très vite sur l'économie avec... alors l'économie elle est claire dès le départ, il y a des pourcentages, il y a des coûts, ça se calcule, il ne doit pas y avoir de mauvaises surprises, on doit se l'expliquer en amont, et si on est OK avec ça, on doit après travailler ensemble. Et après, il y a l'éternelle question dans la mission du diffuseur-distributeur, si son rôle côté diffusion, c'est seulement de présenter l'offre ou d'obtenir l'objectif attendu par l'éditeur et selon les diffusions-distributions qui est négocié en amont ou pas. Donc on est vite dans une dimension très technique. Je ne sais pas si j'ai couvert l'ensemble
du spectre? L'idée, c'était que tu expliques comment est-ce que vous envisagez effectivement ces engagements réciproques et comment est-ce que... voilà. J'aimerais bien entendre aussi Régis sur, sur cette partie-là de co-construction qui est déjà... voilà, à date, comment est-ce que ça se passe? Et ensuite, je laisserai la parole à Benoît pour qu'il puisse réagir du point de vue des maisons d'édition. Comment est-ce que c'est ressenti, vécu, si c'est... voilà. Oui, moi dans ce registre-là, peut-être le mot qui s'en rapprochait, c'était celui de vertueux. Ça c'est le truc, peut-être le truchement belle lettre. L'idée c'est que j'avais derrière, c'est comment un contrat par sa tarification, qui à la fois doit être limpide et à la fois qui est nécessairement un peu complexe parce que y a une tension entre d'être au plus juste de ce qui se passe, qui porte forcément une complexité, et donc une tarification complexe, ou alors d'être beaucoup plus général, d'avoir une tarification beaucoup plus simple, mais beaucoup plus écartée de ce qui se passe. Exemple, est-ce que le flux aller, le flux retour, le flux net, voilà. On pourra rentrer dans les détails s'il y a besoin, mais je sais qu'on est pressé. Et du coup, je pense qu'une des choses intéressantes, c'est comment cette tarification, elle peut aller dans le même sens que certaines bonnes décisions de gestion voilà, qu'elle soit vertueuse sur le taux de retour qui pèse à toute la chaîne du livre. Hein, ça pèse évidemment sur l'éditeur, ça pèse évidemment sur le libraire, mais ça pèse aussi sur le distributeur et sur le diffuseur, qui a une partie de son travail dont la valeur s'échappe, s'annule. Et ça, c'est important de dire que cette histoire des retours, ça touche toute la chaîne. Et sur d'autres sujets, je pense que vraiment sur les stocks aussi, qu'est-ce qu'on fait des stocks, comment ça marche, qu'il y ait une tarification qui colle à une certaine vertu de gestion. Voilà, ça je pense que c'est un axe important. Et moi, d'expérience d'une autre vie d'éditeur, je pense moi j'ai expérimenté avec des imperfections qu'un contrat de distribution et de diffusion plutôt dans ce genre vertueux m'a aidé à améliorer ma gestion. Ok. Benoît? Alors c'est vrai que le co-construction, moi je le voyais un peu différemment. Disons que je prends pour acquis le fait que, par exemple, Log, on a choisi d'avoir une diffusion-distribution déléguée, donc on connaît les avantages, ce qu'on peut tirer d'une diffusion-distribution déléguée. Mais il se trouve que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que ces dernières années, avec des éditeurs d'Harmonia Mundi, on a entamé un travail de réflexion autour de qu'est-ce qui se passe au sein d'Harmonia Mundi avec les distributions. On constate un certain nombre de dysfonctionnements, on essaie de s'interroger sur ce à quoi on a accès, ce qui nous manque comme information, comment on pourrait faire évoluer, améliorer les choses pour l'édition indépendante telle qu'on la vit nous. Et en fait c'est ça pour moi la co-construction, c'est une espèce de projection dans le futur, une espèce de prise de conscience qu'au niveau structurel, dans toute la chaîne du livre indépendant, on va dire, il y a une espèce d'interdépendance avec une pression économique très forte, une fragilisation d'un ensemble d'acteurs de la chaîne dont on fait partie. Le post-Covid a été difficile à gérer pour pas mal d'entre nous. Nous, on a eu en plus des problématiques de distribution qui ont impacté notre chiffre d'affaires, etc. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait ne pas être passif par rapport à ça. Il y avait un contrat, il y avait des vides, il y avait des choses à créer. Et la construction, pour moi, c'est ça. C'est pas seulement avec la diffusion-distribution, aussi avec la librairie, avec les auteurs, etc. Mais pour l'instant, à ce stade, avec la diffusion-distribution, essayer de réfléchir à comment, dans les prochaines années, on peut avoir une façon de travailler ensemble qui permet non seulement de dégager un peu plus de marge pour chacun, parce que notre survie, elle dépend de ça aussi, mais aussi peut-être avoir une diffusion-distribution qui est plus adaptée à notre façon d'éditer, à nos valeurs, d'une certaine manière. Il y a des questions écologiques, il y a des questions sociales, il y a toutes sortes de questions qui pourraient être abordées. On pourrait voir cette question par différents angles. Avec la question en fond, et je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long, mais qui est finalement, est-ce que la diffusion-distribution indépendante est condamnée à suivre le modèle de la diffusion-distribution des groupes, ou est-ce qu'elle ne peut pas inventer quelque chose qui lui est propre? Alors certes, on ne pèse pas beaucoup, on va dire, en termes de chiffre d'affaires, puisque si je me rappelle bien, 93% en valeur est fait par les 5 plus gros diffuseurs-distributeurs.
Donc on va redescendre un peu, mais quand même, il y a une histoire de biodiversité, il y a toutes sortes d'éléments on sait pertinemment que c'est indispensable de préserver cette chaîne du livre indépendant. Et comment on peut peut-être voilà, inventer un système qui permettrait de le faire de manière un peu plus sûre. Je me permets de te relancer sur un point que tu as évoqué, un mot. Tu disais que dans votre réflexion commune avec d'autres maisons d'édition, vous aviez constaté des vides que vous souhaitiez combler avec vos diffuseurs-distributeurs. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples à nous donner pour qu'on puisse faire rebondir à ce sujet-là, justement, nos deux intervenants de diffusion-distribution ? Oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, je ne veux pas non plus que la table ronde soit un procès d'Harmonia Mundi. Il n'en est pas, il n'a jamais été question, mais je le précise. On a parlé de co-construction. Une éloge. Une éloge, oui, tout à fait. On a eu des problématiques, mais disons qui, je pense, dépassent largement la question de nos contrats avec Harmonia. Je pense que ça touche un peu l'ensemble des contrats de distribution. La première chose, c'est la question des stocks. Prendre conscience progressivement, à mesure qu'on creuse les chiffres, qu'on discute un peu avec les différents éditeurs et la diffusion-distribution, qu'il y a des trous, il y a des livres qui disparaissent et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Est-ce que c'est la palette de l'imprimeur n'était pas complète? Est-ce que c'est des retours libraires qui n'ont pas été comptabilisés comme retours défectueux? Est-ce que c'est un opérateur, une opératrice qui a abîmé un livre? Est-ce qu'il y a un trou dans le plafond, il y a de l'eau qui est tombée? On ne sait pas, il n'y a pas de traçabilité. Pourtant, c'est nous, toujours, qui supportons la responsabilité économique de ces stocks-là. C'est-à-dire qu'un carton, une palette qui disparaît, c'est l'éditeur qui paye. Et à ce stade, personne ne se pose trop la question. Ça, c'était un des premiers éléments qui est quand même... Ensuite, un des deuxièmes éléments, c'était les délais de livraison. On a connu des retards de livraison très importants à un certain moment. Ça s'est résorbé, il y a des améliorations, mais il y a toujours des tensions de temps en temps sur la chaîne. Et finalement, c'est pas quel contrôle, mais quelle marge de manœuvre on pouvait avoir par rapport à ça. On s'est rendu compte que dans les contrats, il n'y avait absolument aucun engagement, alors de résultats, bien sûr, personne ne peut s'engager à une obligation de résultat, mais de moyens mis en œuvre qui permettraient d'avoir des délais qui correspondent aux normes du marché, en fait, tout simplement. Et une obligation de moyens, pour ceux qui ne sont pas familiers du droit, c'est essentiellement se doter des outils nécessaires pour réaliser cette partie-là du contrat, et s'engager à le faire dans les normes du marché. Ça, c'était un aspect. Et puis un troisième élément, parce que l'idée quand même, c'était de creuser avec deux impératifs. On n'est pas diffuseur-distributeur, on n'est pas destiné à expliquer aux diffuseurs-distributeurs quoi faire. Donc notre travail était d'essayer de se servir de différents leviers qui nous paraîtraient comme vertueux. La question des stocks, la question des délais peut-être, mais aussi la question de l'inventaire qui nous paraissait être une question qui permettrait de régler pas mal de choses. Puisqu'en faisant un inventaire, en fait, on contrôle mieux le stock. En faisant un inventaire, on fluidifie les flux à venir, puisqu'on sait mieux où sont les choses, etc. Et en posant cette question, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'inventaire prévu au contrat, et que même politiquement, la question de l'inventaire était compliquée. Voilà 3 exemples qui pourront peut-être alimenter la discussion. Je me permets de relancer d'abord sur les délais de livraison, parce que c'est peut-être la partie que tout le monde voit, en fait, enfin tout le monde voit, tout le monde le subit en tout cas. Les éditeurs, les diffuseurs, distributeurs, en fait, en termes logistiques, gérer des tensions sur des chaînes d'approvisionnement et sur des flux de livraison, c'est vraiment compliqué, et c'est le cœur de votre métier. Et pour les libraires et pour les clients, c'est un sujet. Vous, de votre côté, en termes alors, quels sont d'abord vos délais de livraison moyens en fonctionnement normal, sans accident, sans problématique quelconque? Quels sont vos délais de livraison moyens entre le moment où un libraire ou un point de vente passe une commande jusqu'à la livraison dans ce point de vente? Alors, je vais prendre la même réponse que j'ai entendue de Dominique Weinstein chez UD, qui répond à ça: ça dépend. Et c'est une réalité. Alors pourquoi? Ça dépend du mode de transport. Donc si on est sur un libraire qui passe par Prism, la distribution de Harmonia Mundi est basée à Arles. Ça veut dire qu'un client arlésien qui utilise Prism, on va mettre dans un colis sa commande qui va partir sur la plateforme Prism en Ile-de-France. Et en fonction de l'abonnement du libraire, s'il est livré, je ne les connais pas en détail, tous les jours, toutes les semaines ou autre, il va y avoir une deuxième fréquence. Donc il faut être au bon moment, au bon endroit. Mais du coup, le fait d'être en province joue également sur le délai moyen de livraison. Donc il y a deux thèmes. Donc, pour revenir de manière générale, effectivement, c'est des sujets qu'on doit travailler pour clarifier les choses. Et souvent, c'est parce qu'il y a des tensions économiques sur l'ensemble des maillons de la chaîne que ces questions arrivent. Quand tout va bien et qu'on gagne trop d'argent, il n'y a pas de souci d'inventaire ou quoi que ce soit. Mais ça n'arrive jamais. Ouais, si je peux me permettre, les tensions sont des révélateurs.
Mais après, les questions qui sont posées, en fait, elles restent même si on gagne de l'argent. La question écologique que tu soulèves en disant, en fait, on part de Arles pour Paris pour revenir à Arles, en fait, elle est absurde qu'on gagne de l'argent ou pas. Donc oui, c'est c'était intéressant un de autre voir sujet, que, c'était plus sur la partie délai de transport et ça dépend du mode du circuit. Donc, voilà, donc dans les contrats, en fait, il y a des garde-fous avec des quotas, des suivis, mais qui nécessitent d'être approfondis pour que tout le monde ait l'information. Nous, on utilise, comme beaucoup de divers distributeurs, un outil de données qu'on partage avec l'ensemble de nos éditeurs qui est disponible 24 heures sur 24, où il y a le détail des stocks entrants, des stocks restants et des stocks vendus de la veille, en détail avec l'intégralité des points de vente, donc ça va assez loin, ça permet de donner cette transparence-là. C'est d'ailleurs en donnant cette transparence qu'on a, et on l'assume, ces effets de bord, puisque quand une commande tombe, l'éditeur peut voir en combien de temps elle est traitée et peut tout à fait alerter ou vérifier ce qui se passe. Et sur les délais de transport, on a aussi donc, le deuxième cas qui est le transport plutôt Île-de-France, donc pas Prism, donc transport direct. Donc là, c'est effectivement un autre sujet. Donc ça dépend de si le libraire se sert à notre comptoir qu'on a à Paris, mais qui n'a qu'une partie de notre offre, puisqu'il a 5000 références, et Harmonia Mundi a 24 000 références qui, elles, sont disponibles à Arles. Donc à Arles, il y a 90 personnes qui préparent les commandes, et à Paris, une personne, Serge en l'occurrence. Donc tout dépend du point d'approvisionnement et du mode de transport. Voilà. Donc on voit déjà que la logistique c'est compliqué et que effectivement en ayant des stocks éventuellement déportés pour Harmonia Mundi, donc à Paris, puisque la majorité des stocks sont à Arles, ça crée quand même des difficultés. J'aurais une ou deux précisions, mais j'aimerais bien entendre Régis pour Belles Lettres sur la même question du délai. Ouais, sur la question du délai, alors en temps normal, une commande, elle est passée, la plupart arrivent dans la nuit qui suit, elle est prise le matin et en général, elle est dans un colis le soir. Ça marche comme ça. Alors après, il y a des jours où l'informatique saute, voilà. Et moi, je voudrais parler de ça justement. Je pense. Alors après, effectivement, une fois que le livre, donc le soir, il part sur une palette pour Prism qui va arriver le lendemain chez Prism, et non pas comme chez des très gros qui partent à midi pour être à 16h chez Prism. Ça, c'est vrai. On a un jour de retard peut-être sur Hachette, on va dire, hein, globalement, quoi. Une fois qu'on l'a mis chez Prism, effectivement, il y a des libraires qui vont, ça vous savez ça tout aussi bien que moi, être livrés 2 fois par semaine et d'autres tous les jours. Donc il y a un effet de concentration qui a une vraie logique de coût de transport, qui a peut-être une logique aussi d'économie de moyens, donc d'écologie. Et donc voilà. Après, tout ça, ça repose sur des personnes, sur des gens puisqu'on est peu robotisé, je crois on peut le dire, ça repose sur des personnes, donc il y a des aléas évidemment de capacité de production liées à des personnes, des arrêts maladie, ce genre de choses, ça peut arriver. Et c'est très lié au SI, au système d'information. Et ça c'est un enjeu fort, c'est-à-dire que comment est-ce que, et d'ailleurs à mon avis c'est la problématique globale, enfin c'est la grande super problématique de nos métiers de distributeurs, de petite taille. Moi je ne fais pas 1%, je ne fais pas 1% du flux du marché du livre. Comment est-ce qu'on arrive à tenir ce que tu as dit toi-même, hein, les normes du marché, donc une certaine exigence de me rapprocher. Moi je dois faire la même chose que Hachette en étant plus de 50 fois plus petit. Comment je fais ça, comment je finance ça, comment je finance les outils informatiques, hein. On a été dans la chaîne du livre, j'allais dire paradoxalement, par rapport à une industrie ancienne, on a été très en pointe sur les EDI, sur les échanges informatiques. On est plutôt bon, je crois, on peut le dire. Il y a des sociétés voilà, comme Dilicom qui font vraiment un super boulot, qui permettent de mutualiser déjà des choses, des outils pour nous. Mais néanmoins, on doit produire des solutions informatiques, en tout cas les trouver, les adapter, pour être bon alors qu'on est petit et qu'on est sur... donc on doit faire tenir des processus industriels de super qualité alors qu'on n'a pas d'économie d'échelle. Ça, c'est vraiment le point. Et d'ailleurs, je voudrais au passage féliciter mon confrère de Pollen qui a changé de RP en douceur cette semaine et c'est pas nul. Bravo à lui. Je me permets parce que vous avez, donc, en somme, si j'ai bien compris, le traitement des commandes reçues par les points de vente, en fin de compte, prend très peu de temps dans vos deux structures.
La question se pose en fait sur le transport ensuite en aval, où vous êtes plus ou moins maître, puisque ce ne sont pas vos structures qui individuellement vont transporter donc les ouvrages jusqu'au point de vente. La question que soulevait en fin de compte Mathieu et partiellement Benoît, c'est en fin de compte ces stocks-là, est-ce qu'il est légitime et pertinent d'avoir toujours des stocks assez conséquents dans un seul point de stockage en France, pour justement pour des soucis d'efficacité, notamment de livraison sur des points de vente qui peuvent être éloignés, soit d'Arles, voire pas d'ailleurs, soit de Paris. Et est-ce que ça ne serait pas une solution de fluidification justement de ces flux-là? Oui, je voudrais juste compléter sur la précédente question, mais qui est en lien. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Régis, c'est que on n'est pas Hachette et pourtant on doit suivre le standard d'Hachette parce qu'on doit se... Moi, je ne crois pas à ça, en fait. Je crois que dans la co-construction, il y avait aussi la transparence. Et de dire que la transparence avec les éditeurs, avec les libraires, en disant, en fait, nous, on n'est pas Hachette. Nous, on doit traiter des livres de fond qui ont un taux de rotation à 3 exemplaires par an, et on ne peut pas prétendre à faire la même chose parce que c'est dans un stock qui est plus loin. Donc, que ce soit pour le taux de complétude des commandes ou les délais de livraison, on ne peut pas rivaliser, et pas que parce qu'on est petit et parce qu'on fait tout à la main. Et c'est aussi parce qu'on défend un catalogue qui vit différemment, qui vit aussi pas mal avec le fond, et nous, on tient à ce que notre fond y vive. On sait très bien que dans un autre système, on en parlait un peu en off, Régis, je suis désolé, je dévoile le truc, mais on sait très bien que certains livres, dans un système automatisé, etc., qui serait axé vraiment sur une rentabilité de délai, hein, ils seraient plus référencés, ce serait plus rentable de les déférencer pour ne pas parasiter, entre guillemets, la chaîne du livre, quoi. Enfin, les flux. Donc peut-être que la clé, la transparence, c'est ça aussi, c'est de faire un espèce de... Voilà, d'expliquer aux libraires, de dire, nous, en fait, vous choisissez de défendre nos titres, c'est super, mais sachez que peut-être ça prendra pas 3 jours, peut-être une semaine. Donc si vous commandez le livre mercredi, vous l'aurez mercredi d'après. Et c'est pas grave, parce qu'ils peuvent en parler à leurs clients, etc. etc. Je crois que ce dont a souffert la librairie, et donc nous, par ricochet, dans ces problèmes de délai, c'était le manque d'information. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quand ce serait livré, on ne savait pas quel était le problème, est-ce que c'est un problème structurel, on ne savait pas si on pouvait prendre des commandes clients, on ne savait pas si à Noël, on pouvait passer un livre le 10 décembre en commande et l'avoir pour le 24, on n'était pas sûr, donc du coup tout est débloqué. Voilà, transparence. Après, pour répondre à ta question... Je peux dire un tout petit truc là-dessus. Non, je te remercie de le souligner. Après, c'est vrai qu'il y a une tension entre cette compréhension, mais qui doit être en amont, qui doit être dite, et ça, avec ce que tu as dit toi-même, qui est une tension qu'on voit partout, qui est chez le libraire aussi, qui a son chaland en face, en cas de commande et tout, c'est les normes du marché. Donc, le mot que tu as porté toi-même aussi, c'est-à-dire qu'on peut s'en écarter, mais ça existe quand même dans le paysage. Et ce que tu as dit est très juste sur les livres, entre autres, qui ont des très faibles rotations. La bonne nouvelle, c'est, je crois, comme les flux dans les commandes, quand il y a des livres à très très faible rotation chez les gros, en fait c'est un flux qui est déporté parce qu'ils ne savent pas l'approcher assez vite. La bonne nouvelle, c'est que je crois qu'on est plus rapide qu'eux sur les livres à faible rotation. Et moi, je rajouterais juste un truc, peut-être un élément sur la... Je crois que quand on a eu, nous, des difficultés de distribution en délai, donc la communication est déterminante, on est d'accord, et c'est très bien que vous nous mettiez la pression pour l'améliorer, enfin, c'est plutôt gagnant-gagnant. Mais je parlerai aussi de la régularité, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important côté diffusion, je suis plutôt diffusion, et ça résume un peu ce qu'on dit, c'est pas grave si on est plus lent que les autres, si on est tout le temps aussi plus lent que les autres, quelle que soit la période. Et ce qui nous a porté préjudice, c'est les périodes qui montent en tension à partir du mois de septembre, où on accumule un retard qu'on a eu des difficultés à récupérer les années précédentes, avec cette irrégularité qui crée une instabilité côté libraire, en disant je ne vais peut-être pas prendre le risque, c'est peut-être un peu long, alors que si sur une année il vit une régularité, ça le rassure de ce point de vue. Et juste pour conclure sur cette thématique-là, mais il y a aussi la modification des flux qu'on a observé presque ces 2 dernières années, je dirais, avec une baisse des mises en place moyennes, en tout cas c'est ce qu'on observe, c'est peut-être pas généralisé, mais c'est plutôt ce qu'on a tendance à voir. Et donc ces baisses de mise en place moyenne sont rattrapées très rapidement par des flux de réassort beaucoup plus importants, donc avec une croissance de l'ordre d'entre 15 et 20%, je dirais. Et nos chaînes de distribution ne sont pas spécialement conçues pour absorber une croissance de 20% de réassort. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de faire un colis avec un office où on peut anticiper et mobiliser le personnel pour gérer un office pour livrer en temps et en heure, le carton sera un peu plus vide, il partira à peu près au même coup, il prendra le même temps de préparation, le même calage, avec des livres en moins. Et derrière, on va avoir plus de réassorts plus fréquents sur des petites quantités. Donc,
d'un point de vue économique, ça a un impact, puisqu'on va faire plus de préparation de commandes, et au lieu d'arriver à 10 commandes sur les 2 premiers mois avec une mise en place d'office, on va avoir 10 cartons d'un exemplaire. Et donc on doit s'adapter, hein, on doit s'adapter à ces évolutions de marché qu'on découvre, et c'est vrai qu'on a l'inconvénient de l'indépendance aussi, d'avoir un temps d'analyse et de mise en place, de rectification, et c'est là où c'est intéressant de collaborer pour y voir clair. Je me permets juste un instant, cette modification des flux dont vous parliez, comment vous l'envisagez? Alors, c'est-à-dire tous les 3, parce que ça a un impact à tous les niveaux. Comment est-ce que vous envisagez un meilleur fonctionnement pour gérer donc des mises en place plus faibles, des réassorts plus forts, une grosse tension sur les chaînes logistiques, mais aussi une grosse tension à la fois, enfin beaucoup sur les maisons d'édition, qui doivent donc avoir des stocks qui peuvent absorber cette évolution en ayant une visibilité plus réduite sur leur tirage et donc de facto en stockant plus de fonds récents ou plus anciens, ce qui rejoint un peu ce que tu abordais, Benoît, c'est-à-dire que les maisons d'édition indépendantes ont tendance à avoir des rotations moins élevées que de plus grosses maisons, disons. Comment est-ce que vous envisagez ça à l'avenir, puisque c'est une tendance qu'on retrouve sur l'ensemble des points de vente? Je prends la parole parce que je voudrais compléter pour qu'on puisse en parler tous les 3. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on est confronté à une situation où les tendances se sont renversées. Donc du coup, quand on fait notre tirage qui souvent est basé sur un objectif ou une tendance suivant le moment où on imprime, en fait, ça ne prend pas en compte, maintenant c'est adapté, mais disons qu'il y a eu un moment un peu compliqué où ça ne prenait pas en compte les réassorts. Mais s'ajoute à ça une problématique qui est que la question du stock. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec nos stocks chez un distributeur? Est-ce qu'on peut compter finalement sur une disponibilité de nos stocks pour justement assurer ces réassorts? Et bien sûr, quand on parle de stock, on parle entre guillemets de stock à venir aussi, c'est-à-dire que ça inclut, moi j'inclus toujours dans mon point mort, un taux de retour qui permet d'avoir un stock qui reste et qui sert au réassort. Sauf que quand il y a une tension sur la chaîne logistique, il peut y avoir des modifications du traitement des stocks, ou le traitement des retours par exemple, avec des livres qui ne partaient pas au pilon, mais qui partent au pilon parce qu'ils sont considérés non pas comme défectueux, entendons-nous bien, mais comme non commercialisables, parce que je sais pas, il manque un bandeau, le pelliculage a été enlevé, enfin pas le pelliculage, pardon, le blister, voilà, bon bref. Ou même tout simplement parce que, je sais pas, il a pris un peu la poussière et qu'il n'y a plus le temps pour qu'un opérateur nettoie, comme ça se faisait chez certains diffuseurs, distributeurs. Et donc on se retrouve avec des retours qui peuvent avoir des taux de pilon qui peuvent approcher les 90%. Et dans ces cas-là, on ne peut plus compter sur une disponibilité de ces stocks pour assurer les réassorts à venir. Donc on se retrouve, nous, non seulement à assumer la destruction de ces stocks-là, financièrement, mais en plus à payer la réimpression pour les quelques exemplaires de réassorts. Je précise ça pas pour un crime, enfin encore une fois, c'est pour donner un exemple, pour montrer la complexité des conséquences que cette double question du stockage et de la tension des flux a sur notre activité. Juste pour compléter, mais c'est vrai que c'est important sur les retours. Il y a aussi, c'est comme le délai de livraison, ça dépend. Sur les retours, c'est intéressant, ça dépend d'où ça vient, si c'est passé par un libraire, par une enseigne. Il y a la fragilité du livre, etc. La meilleure réponse qu'on ait trouvée, parce que c'est un sujet sans fin sur la subjectivité de qualifier un livre de défraîchi ou pas. Donc nous, s'il n'est pas parfaitement neuf, effectivement, on considère qu'il n'est pas recommercialisable. Avec l'arrivée de l'offre d'occasion dans certains points de vente, ça évacue totalement cette question-là. La meilleure réponse qu'on ait trouvée à date, c'est de proposer aux éditeurs de choisir ce qu'on fait des retours. Ça peut être un pilon automatique, ça peut être une réintégration, ou ça peut être je récupère mes défectueux. Et c'est la seule chose qu'on a trouvée, c'est d'offrir cette flexibilité pour donner la possibilité, selon les capacités, les envies et les possibilités de l'éditeur, de gérer cette question-là. Il manque juste de prévenir, de dire en fait voilà comment ça se passe. À vous de prendre vos responsabilités. C'est aussi aux éditeurs, d'une certaine manière, de prendre cette responsabilité-là, hein, d'assumer, de dire, bon, compte tenu de vos critères, je décide de faire ça, ça ou ça avec les retours. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas l'information. C'est ça aussi, transparence, c'est-à-dire finalement nous informer sur les modalités de décision qui vont être prises, quitte à ce qu'elles évoluent. Moi, dans la proposition dont on parlera plus tard de conditions générales de distribution, c'est un truc qui se négocie tous les ans. Hein. Donc on peut tous les ans remettre sur la table, ou tous les 2 ans, j'en sais rien, dire voilà, à partir de maintenant, on va changer notre mode de tri, notre critère pour les tri. Donc attention, responsabilisez-vous par rapport à ça.
Mais c'est vrai que l'idée, la solution, c'est ça, c'est au titre de prendre une décision. C'est un peu sans fin parce que de toute manière, l'opérateur, il y a un moment où il va trouver que tel livre est absolument nickel et celui d'à côté aurait trouvé qu'il était légèrement moins. Nous, on a un atelier j'allais dire, de restauration, c'est modeste parce que tu peux pas faire des miracles complètement. Enfin, tu peux gommer des choses, enfin voilà, c'est des choses qui sont effectivement très loin d'un processus industriel aussi. Donc c'est vrai qu'on porte ça aussi parce qu'on a une partie de fonds, de livres très anciens qui n'ont pas été réimprimés depuis des dizaines et des dizaines d'années, dont, je sais pas moi, enfin, les éditeurs savent ça mieux que moi, mais il n'y a pas de fichier par exemple. Donc ces livres-là ont une sorte de valeur. Ah, d'ailleurs, parfois, ils sont vendus très cher. Hein. D'ailleurs, au passage, moi, je dirais, on va un peu par saut et par gambade, ce qui rend hommage à une personne, un Bordelais. On a quand même, et je parle d'un sujet un peu connexe, mais on a cette vraie difficulté dans la distribution de ne pas avoir de maîtrise de nos approvisionnements, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons quelle quantité de stock on abrite, ce qui, pour une logique, pour un métier de logisticien, est aberrant. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rémunère sur le prix public du livre que nous-mêmes nous ne déterminons pas non plus. Et pour vous prendre un exemple qui sera évident, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de la mettre peut-être dans le paysage, c'est que deux éditeurs qui vont avoir deux titres dont le potentiel commercial va être le même s'ils sont très différents et tout, qui ont à peu près le même volume et le même poids. Pour des raisons tout à fait cohérentes, il y en a un qui va être à 10 € et l'autre qui va être à 20 €. Mon opérateur et mon cariste qui bougent une palette, eh bien, il y a 2 fois plus de rémunération pour un titre que pour l'autre. Ça n'a aucune cohérence par rapport au travail du cariste qui est strictement le même, quoi. Donc c'est des difficultés qui sont posées par cette chaîne. Et tu le disais tout à l'heure, le troisième élément, c'est que la logistique a tendance, l'informatique a tendance à vouloir écarter les très faibles rotations. Ça, c'est difficile. Pour ce qui est des stocks, puisqu'on parlait des stocks tout à l'heure, et tu parlais des multistocks aussi, donc je ne sais pas si on revient là-dessus ou si vous deviez ajouter. Les multistocks, c'était une question, c'est effectivement une question qui est dans l'air du temps, c'est une question qui a été réglée il y a quoi, il y a une vingtaine d'années à peu près, hein, parce que ça existait, des sortes de grossistes répartiteurs, des dépôts en région. Moi j'ai un doute sur le fait que ça soit particulièrement adapté à la chaîne du livre, à la part, j'allais dire, de petite de la chaîne du livre. Parce que plus vous avez de lieux de stockage, plus vous avez déjà des livres qui sont en transit, entre les deux. Donc moins vous avez de stock disponible, toutes choses égales par ailleurs. Et plus vous avez des risques d'en avoir trop à tel endroit et pas assez à tel autre. Donc c'est vraiment une solution qui a à la fois un vrai intérêt logistique, un vrai intérêt peut-être aussi d'économie de ressources et donc écologique, mais ça pose des vrais problèmes. Et c'est vrai que quand vous imprimez un livre à 200 000 exemplaires, je pense que c'est plus facile à gérer que quand vous l'imprimez à 1000. Donc moi je dirais prudence un petit peu là-dessus. Mais ça c'est peut-être si on voit juste ça sous le prisme de la distribution. L'idée c'est que bien sûr on imprime je sais pas, en moyenne 2000 exemplaires d'un livre. Si on doit déjà répartir entre 5 ou 6 espaces de stockage pour le distribuer, ça va être c'est compliqué. Ça on s'en rend bien compte. Mais c'est aussi parce qu'on a à côté une diffusion qui diffuse ces livres-là, je dirais, toujours de la même manière, avec une espèce de diversité de maillage du territoire, où finalement on produit, je caricature un peu, mais à peine, on produit 2000 unités qui vont être vendues dans 400 points de vente. Ce qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue économique, ce qui a du sens dans le marché du livre actuel, mais qui pourrait être interrogé aussi, c'est-à-dire il y a 3000 points de vente de librairies. Sans prendre, voilà, si on se concentre juste sur les librairies, finalement, pourquoi est-ce que cette question du stock pourrait pas être reliée à une question de diffusion qui permettrait d'interroger, je dirais, une forme de souplesse ou en tout cas de stratégie commerciale sur un catalogue qui fait qu'il y a une répartition un peu naturelle des titres et une fluidité qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes quantités de stock dans chaque zone de stockage décentralisée, qu'en fait on est sur des flux un peu permanents où du coup alors, parce qu'en plus que tu oublies de préciser, c'est que ces unités de stockage pourraient être mutualisées entre diffuseurs et distributeurs. Oui, c'était déjà dans voilà, ouais.
Et du coup, il y aurait des flux naturels entre les unités de stockage, les libraires, entre les diffuseurs, les distributeurs et entre les différentes zones de stock, qui fait que tout ça est relié quasiment quotidiennement. Et donc, organiser la circulation de stock entre les différentes unités de stockage dans un contexte plus volatile avec du réassort, mais aussi plus stratégique avec une mise en place qui est plus ciblée, etc. Quand je dis plus ciblée, c'est pas... entendons-nous bien, c'est juste sortir, par exemple, il n'y a pas 2 exemplaires dans plein de librairies, mais bien genre 10 exemplaires dans plusieurs librairies. Et donc du coup, le stockage peut être pensé différemment. En fait, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement le cœur de métier du diffuseur. C'est-à-dire que sur la chaîne des étapes, vous avez un projet, vous remplissez un projet, le directeur des ventes en prend connaissance, vous discutez entre vous justement du calibrage. Voilà, je pense toucher tel lectorat, donc il faut qu'il soit à peu près à ce niveau-là. Donc déjà, il y a une indication entre 500 et 80 000 qui donne la tendance. Après, il va y avoir... Et on a autant de réponses différentes, non seulement que d'éditeurs, mais de projets d'éditeurs. Et on se plante à chaque fois, vu que visiblement on n'a pas 0% taux de retour et qu'on a des ruptures. Donc en fait, notre métier, c'est de collecter des indices tout au long de cette chaîne pour minimiser le risque. Et après, la présentation aux équipes qui va elle-même avoir justement un objectif de mise en place. Et le meilleur algorithme qu'on ait trouvé chez Harmonia Mundi, c'est le représentant. C'est le truc le plus fin qu'on ait trouvé, parce qu'il a pris connaissance du texte et qui va justement essayer de le mettre là où il pense qu'il a une chance, où la zone de chalandise a du sens. Et éviter de le mettre aussi là où ça n'a pas lieu d'être pour minimiser le taux de retour, puisqu'en fait on a ce deuxième effet qui se coule qui est bon pour personne. Et à partir de là, il y a ce partage justement de la tendance lors de la... Enfin, c'est très classique, hein, je vous dis ça, vous connaissez peut-être par cœur, mais qui permet justement d'essayer d'attirer, de préciser le tirage pour ajuster les choses. Et voilà, avec un partage de bonnes pratiques pour rattraper quand ça part mal, pour minimiser ce risque-là. Et après, en fait, la question, c'est sur les rotations lentes, parce qu'effectivement, on est dans la catégorie des diffuseurs-distributeurs avec des catalogues plus exigeants et donc avec des faibles rotations. Et c'est là où l'équation est difficile à résoudre, parce qu'il faut stocker des livres, parce que sur un tirage, ils vont avoir des ventes sur la longueur, en fait. Et personne, tout le monde, c'est comme les frais de transport, personne ne veut les payer. Le frais de stockage, nous, on estime qu'on a besoin à peu près de 6 mois de vente devant nous pour avoir les stocks, pour opérer les ventes, et qu'au-delà de ça, on n'a pas nécessairement besoin de stocker pour nos métiers. Donc, et c'est là où, dans ton économie, l'économie de l'éditeur, où est-ce qu'on les met ces stocks? En fait, oui, mais tout à fait. Dans ces cas-là, la question, c'est qu'est-ce qu'un distributeur fait? Enfin, un distributeur n'est pas un stockiste finalement, puisque il ne veut pas assumer les responsabilités du stockiste. Bah, c'est pas notre métier. Ouais. Ouais, mais on a besoin. En fait, nous, chez Harmonia Mundi, il y a un contrat unique. On est diffuseur-distributeur. Et on estime d'ailleurs que la distribution permet d'opérer le commerce. Et donc, on a besoin de quoi pour vendre? De 6 mois d'avance de stock. Après, on a des éditeurs qui ont, je ne donnerai pas de chiffres, mais des dizaines d'années de stock. Il n'y a pas de gestion dessus. Si on n'envoie pas une note, une facture, nous-mêmes, on loue des emplacements pour stocker des stocks morts, en fait, clairement. Donc, c'est cette équation qui est délicate à... Je voudrais juste prendre le temps. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Il y a quelque chose qui ressort, à mon sens, en tout cas, c'est clairement l'interdépendance de tous nos métiers, qui est très importante. Vous avez tous souligné qu'il y avait quand même un sujet sur les rotations lentes, qui ne sont pas forcément une mauvaise chose, mais qui sont compliquées à gérer en termes vraiment de logistique. Et j'entends bien ça. Néanmoins, j'ai l'impression que dans vos 2 cas de diffusion-distribution, les maisons d'édition qui ont contrat avec vous ont toutes probablement cette question-là. Et donc le corollaire, et il me semble que c'est un des sujets qui a été aussi abordé, c'est comment est-ce que vous transmettez une information claire à vos maisons d'édition, comment est-ce que vous les conseillez efficacement sur ces gestions de stock quand les stocks sont dans vos structures. Je vais essayer d'être plus précise. En fait, parfois, pour avoir eu parfois des informations de diffuseurs-distributeurs, il y a énormément d'informations. Très probablement, toutes les informations sont là, mais elles ne sont pas lisibles. Donc la question aussi, pour accompagner vos éditeurs, comment est-ce que vous envisagez justement un conseil sur la gestion des stocks? Comment est-ce que vous alertez? Comment est-ce que vous accompagnez? Et comment est-ce que vous accompagnez éventuellement sur une réintégration de stock? Et comment est-ce que
tout ça peut être géré, sachant que ça fait encore des flux logistiques sur des maisons d'édition qui n'ont pas forcément ces moyens-là? Alors, je peux répondre et du coup tu pourras témoigner en tant que expérience de l'autre côté. Bon, pour la nouveauté, on a juste, en faisant une extrapolation de la prospection au plus tôt pour donner une tendance d'atterrissage, donc ça c'est pour la nouveauté. Et pour la gestion des stocks, notre outil qui est disponible à peu près partout, sauf dans certains pays à cause des cyberattaques, permet à l'éditeur de vérifier son stock en temps réel. Donc il y a une requête spécifique qui permet de dire vous avez droit à tant de stockage. Au-delà de cette quantité-là, vous êtes en surstockage et ça va vous coûter tant. Et dans notre modèle, nous, c'est mensuel. Donc nos éditeurs ne doivent jamais découvrir qu'ils vont avoir une facture improbable parce qu'ils ont exactement au détail près la possibilité de gérer leur stock. Et donc on a des éditeurs qui payent 0 € de frais de surstockage et d'autres qui payent des frais de surstockage. Mais il n'y en a aucun qui doit le découvrir. Et on a rajouté une petite alerte mail, toute bête, qui tombe les mercredis, qui peut dire attention, il vous reste que tant de semaines de stock pour prendre une décision. Et pour être tout à fait complet, il y a l'arbitrage aussi, notamment ça se gère article par article et même de temps en temps pour finalement réintégrer un bouquin qui aurait été détruit ou le contraire parce que ça n'a aucun sens. Et du coup, il y a même quelqu'un en relation éditeur, il y a un poste à plein temps qui gère les relations, on va dire, logistiques, qui peut faire de l'accompagnement pour analyser l'aide au pilon, enfin ce qu'on appelle l'aide au pilon, qui nous fait de la place et qui allège aussi la facture de quelqu'un qui aura sur stock. Oui, oui, il y a des outils, ça s'appelle Bboard, c'est un outil qui est assez à la fois complexe et complet. Nous, on a fait un gros travail d'analyse de cet outil-là. Franchement, même les éditeurs les plus chevronnés, etc. Enfin, voilà, il faut s'y coller quand même pour... sachant qu'en plus, cet outil, malheureusement, ne fonctionne pas très bien. Il comporte un certain nombre d'erreurs qu'on essaye de clarifier avec la direction d'Harmonia Mundi. Mais bon, passons là-dessus. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, il y a quelque chose de fonctionnel quand tout va bien. Par contre, je prends l'exemple de l'alerte sur attention, il n'y a plus assez de stock. Ça marche quand il y a un écoulement, des réassorts, etc. Et on est alerté en disant attention, il y a un petit algorithme qui dit dans 3 semaines, votre livre est épuisé. Sauf que quand un carton est pilonné par erreur, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Donc on se retrouve avec un livre qui est manquant, on n'a pas été informé. Et quand on appelle Harmonia pour dire mais attendez, je ne comprends pas, donc s'il est manquant, pas informé, ça veut dire qu'il a disparu. En fait, on ne peut pas avoir de réponse. C'est-à-dire que, est-ce que c'était un doublon comptable? Est-ce que ce carton-là, en fait, il a été compté 2 fois dans un inventaire tournant auquel nous, on n'a pas accès? Est-ce qu'il a été pilonné? Est-ce qu'il a été détruit parce qu'il a été laissé dehors par inadvertance? Aucune traçabilité là-dessus. Donc non seulement on n'est pas informé, mais donc on ne peut pas réassortir éventuellement, mais en plus, on est placé dans une situation qui est assez étrange pour un éditeur, qui est... on est dans une relation de confiance avec un diffuseur-distributeur et pourtant on se rend compte qu'il y a des zones vides comme ça où on en vient à se demander d'accord, on paye des frais sur stockage, mais sur quel stock finalement? Parce qu'il y a une question de fiabilité du stock, à la fois quantitatif et qualitatif, qui n'est pas du tout interrogée. Le nombre d'éditeurs ont été voir leur stock et se sont rendus compte que avait pris un peu l'humidité, avait pris un peu le soleil, etc. Toutes ces questions-là sont hyper importantes parce que quand on parle de transparence, ça veut aussi dire que nous, on est prêts à se responsabiliser, à mieux gérer nos stocks, à aller travailler avec des stockistes pour faire des stocks tampons, pour que tout soit pas chez Harmonia, pour fluidifier, etc. On est prêt à accepter que oui, il y a des aléas, à partager les responsabilités sur le stock, parce qu'après tout, c'est normal, c'est une entreprise, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, donc partageons d'une certaine manière. Mais être placé dans la situation où on n'a pas de droit de regard, plus on supporte 100% des conséquences économiques des gestions du stock, parce que vous n'êtes pas stockiste, parce que vous n'êtes pas propriétaire des stocks, parce qu'il n'y a pas d'inventaire. En fait, ça accumule un certain nombre d'incohérences juridiques. Quand on est ce qu'on appelle gardien de la chose en droit, on n'en est certes pas propriétaire, mais on a des obligations qui incombent à aux propriétaires qui doivent s'appliquer. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais revenir sur un détail. Je ne veux pas avoir une position. C'est juste l'état d'une pratique. Un inventaire annuel, physique, c'est dans nos contrats. Et c'est fait. Et d'ailleurs, je pense que vous, possesseurs de vos stocks, vous avez l'obligation légale d'avoir un inventaire annuel physique. Donc si c'est pas, soit on vous ouvre les portes pour que vous le fassiez vous-même, soit on le fait pour vous, mais enfin en tout cas, il est
faits et contractuels, je pense quand même. Et d'ailleurs, c'est le juge de paix comment dire, c'est le juge de paix de tous les flux, et entre autres les flux de vente. Je veux dire, même pour un auteur, en définitive, le stock restant, c'est le juge de paix de la véracité de l'assiette de ses droits d'auteur. Donc c'est quand même important. Pardon, juste pour rebondir sur cette question de stock et d'inventaire. Techniquement, comment, sur une chaîne d'approvisionnement, vous faites un inventaire annuel, l'un et l'autre? Alors, nous, on s'arrête 3 jours pour tout ce qui est picking. En fait, souvent, ça se fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que le stock, tout palette, en général, tu as plusieurs stocks. Tu as du stock picking, donc voilà, des petites quantités qui sont près des chaînes de production. Tu as des stocks intermédiaires qui sont d'approche, on va dire, et puis tu as des stocks longs. Dont parfois des palettes qui n'ont pas bougé depuis des dizaines d'années. Et donc, alors évidemment qu'on ne descend pas en 3 jours toutes les palettes et qu'on n'ouvre pas tous les cartons pour compter tous les trucs. Donc c'est vrai qu'un éditeur qui nous livre une palette avec 1000 exemplaires et où il y a une vérification à l'intégration de cohérence des volumes, de dire bah oui, ces colis... il y a marqué qu'il y en a 15 dessus, il y a tant de colis et ça colle. Évidemment, si au milieu de la palette, qu'on ne va pas défilmer, il y a un colis vide, ça on n'en sait rien. Donc évidemment, enfin, c'est une évidence, mais c'est pas physique, titre au titre de tout. Mais tu as un inventaire physique régulier de tout ton stock arrière qui est tournant en général. Et pendant 3 jours, on s'arrête de bosser, on fait un contrôle du picking qui est en général celui où il y a les écarts. Hein, parce donc que c'est là où il y a les rotations les plus rapides. Et c'est surtout c'est là où ça bouge, c'est là où il y a des livres qui peuvent être rangés à droite plutôt qu'à gauche, qui peuvent... voilà. Et donc ça il est fait, exhaustif, celui du stock d'approche aussi, et puis tu as des sondages qui sont faits sur le stock arrière. Ça se fait comme ça, quoi, on va dire. Et chez Harmonia, il n'y a pas d'inventaire d'entrée. Post-office, par exemple, où il y a une livraison de l'imprimeur avec la mise en office et avant de rentrer en stock, il y a un inventaire qui est fait pour savoir exactement combien de livres sont rentrés en stock. Alors, post-office, tu veux dire pré-office? Non, une fois que l'office est envoyé. Ce qui va rentrer en stock vraiment chez le distributeur. Alors, en fait, non, parce que, enfin, je voudrais que je vérifie ça, mais je ne pense pas, dans le sens que la vérification, elle est faite à l'intégration, à la livraison, et donc l'office est sorti, et donc par déduction, tu as ton stock qui repart, et en revanche, effectivement, s'il part dans plusieurs endroits, la partie en général, des plus petites quantités de l'endroit vont être revérifiées. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure ce matin avec la personne une des personnes qui gère nos stocks chez nous. Elle disait on change de RP, bientôt on va avoir des choses qui vont beaucoup s'améliorer en termes d'information. Et en même temps aujourd'hui, parce qu'on est un peu ceinture bretelle, on fait beaucoup de contrôles, c'est-à-dire que quand on va prendre un titre dans un endroit, notre système nous sort le nombre de trucs qu'on doit prendre et le nombre qui reste. Et les gens, hein, les personnes, elles prennent le temps de vérifier. En même temps qu'elles prennent 2 exemplaires, elles prennent le temps de vérifier qu'il en reste bien 7 comme ce qui est prévu. Et sinon, il y a une alerte. Bon, c'est une gestion aux petits oignons des stocks. Bon, c'est aussi peut-être une spécificité métier. Ça a des coûts, il ne faut pas se cacher. Hein. On est dans des processus industriels, on est dans des notions de qualité. Et ça, il faut quand même avoir... Enfin, j'imagine que vous avez tous ça en tête. Mais ça va sans dire, ça va mieux en le disant, comme on dit. Faire de la qualité à 99%, ça coûte 1. À 99,5, ça coûte 2, 99,7, ça coûte 3, 9, et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire le pouillème de qualité supplémentaire, il coûte la même chose que 90% de la qualité précédente. Et donc, c'est quoi la juste mesure raisonnable entre un coût qui est déjà lourd, voilà, qui peut plus ou moins exorbitant, j'allais dire, de tenir cette qualité par rapport à la capacité de la chaîne du livre. Et donc vous avez trouvé un équilibre où en fin de compte vos stocks sont suivis? J'ai trouvé un équilibre qui fait que je suis cher. Voilà. Et donc chez Harmonia, pour ces histoires d'inventaire, parce qu'on aura compris quand même qu'il y a un sujet sur les stocks
dans le cadre des contrats de diffusion-distribution. Et en fait, c'est un peu le nerf de la guerre pour l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les produits, c'est difficile de les livrer, et s'il y en a trop, c'est difficile aussi économiquement et en termes de flux. Du coup, on monte en exigence, justement, on fait le travail avec ces alertes. Nous, là, le sujet est monté quand il y a, je dirais, 2 ans, on avait des commandes qui devenaient incomplètes. C'est-à-dire qu'on livrait 87% de la commande parce qu'on ne trouvait pas les bouquins restants. Alors, ça nous a pénalisé, nous, parce que ça veut dire qu'on envoyait un deuxième colis, enfin, c'était très très lourd. Et donc, effectivement, la pression est montée côté éditeur et de manière assez légitime en disant, vous attestez dans votre propre outil qu'ils sont censés être disponibles et pourtant, ils sont manquants à l'arrivée du colis du libraire. Donc, avec cette problématique-là, il y a pas mal de... On a fait 2 audits, en fait, sur la distribution chez Harmonia pour essayer de régler le problème. Il y a des choses très concrètes qui ont été mises en place. Et sur ces sujets-là, ce qu'on fait, c'est que maintenant, quand il y a un manquant alors qu'il devrait être disponible, il y a une sorte de recherche qui est faite avec un délai de, je sais pas, 48 heures, je crois, pour retrouver le livre. Et s'il n'est pas retrouvé dans les 48 heures, il est déclaré perdu. Et de la même manière sur les très très faibles rotations, parce qu'on a des catalogues qui ont 30, 40 ans, 35 ans d'existence physique chez nous, quand on est en stock dispo 4, franchement on a un doute. Donc il y a une disposition qui a été prise, alors pareil, il faudrait que je me renseigne dans le détail, mais de mettre à zéro la quantité en le considérant comme plus disponible et pour le mettre en manquant pour que le libraire ne le commande pas. Et dernier maillon avant que vous vous énerviez tous, l'information, du coup c'est la dernière étape qui est nécessaire, l'information jusqu'à l'éditeur pour lui dire, y compris d'ailleurs là il travaille sur l'intégration en stock, vous en aviez livré 1000, j'en ai bien 1000, ou ah oui c'est vrai que j'ai fait une autre livraison à mon bureau, donc finalement vous en avez que 800 et on peut avoir une déclaration d'entrée à 1000, donc en fait on est obligé de monter en exigence aussi de notre côté pour des raisons légitimes et de fiabilisation. Donc en fait c'est pas l'outil Bboard qui pose problème, c'est ces données et la fiabilité de ces données. Pardon, je me permets, mais ma question c'était comment ça se passe en termes d'inventaire chez Harmonia Mundi? Alors c'est des inventaires tournants et puis du coup donc il n'y a pas d'arrêt de, c'est pas comme chez Bell Lettre. Il n'y a pas 3 jours où vous passez. Il n'y a pas d'arrêt d'activité de 3 jours. C'est de l'inventaire tournant et surtout le pilote, c'est il devait être disponible, il ne l'est pas. Donc de manière précise, on met à jour. Et depuis, le taux de complétude des commandes depuis 1 an et demi est quasi à 100%. Accès à cet inventaire. Ok. Ah, vous réglerez ça entre vous. Mais je plaisante. Sur la, comment dire, la durée de stock au titre, du surstockage au titre, c'est quoi 6 mois de vente pour un titre? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, hein. On est très en deçà de la loi des grands nombres, donc dire ce que c'est que 6 mois de vente d'un titre en termes statistiques, ça n'a aucun sens. Sur un catalogue complet, ça n'a pas plus de sens, mais c'est moins faux. Mais alors forcément, c'est un outil qui n'est pas un outil de pilotage au titre. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, globalement, et ça sera encore une fois beaucoup moins faux, tu as 500 ventes et en 6 mois, et je dis sur tout ton catalogue, donc mettons, tu as 10 000 ventes et tu as 30 000 titres, voilà, ça fait ça. Dire pour un livre qui a une rotation de 60 exemplaires sur l'année et qui est son année de retour, donc qui est sa deuxième année de vie, qui n'a pas vraiment marché, mais il y a des retours, il y a des flux allés, mais il y a aussi une conf encore ou quoi, de dire que tu as tant de ventes, ça n'a pas de sens de pilotage. C'est pas l'informatique qui peut dire ça, c'est vraiment le métier de l'éditeur de se faire une idée sur ses stocks. Et donc la facturation du surstock, elle ne peut pas être juste. Elle est, comment dire, elle peut pas être juste au sens qu'elle n'est pas ajustée. En revanche, elle a une cohérence contractuelle et je pense qu'effectivement, c'est une vraie question, c'est une souffrance pour l'éditeur, c'est un poids, une souffrance aussi, mais c'est un poids et une charge forte. Mais il faut se dire que nous, on a 2 catégories, on a 2 types d'éditeurs. On a des éditeurs qui nous donnent leur surstock à gérer et donc on le leur facture, et il y en a d'autres qui le confient à des stockeurs qui leur facturent différemment et donc effectivement on ne le leur facture pas, quoi, hein. C'est parce que effectivement nous on est dans un métier de la gestion du flux, d'être capable de livrer n'importe quel point de vente de livres ultra rapidement en allant chercher des livres qui ont une rotation ultra faible, c'est ça notre métier, et si on se met à faire du stockage qui est tout à fait mais qui est nécessaire pour pouvoir gérer ces flux-là, donc.
il faut que vous ayez un stock minimal Sauf pour que, pouvoir assurer les commandes. Évidemment, mais ce stock minimum, en plus en prenant le temps de la nouveauté, qui en général écarter des panels pour justement être dans cet accompagnement, mais effectivement, c'est avoir une palette qui est au même endroit depuis 10 ans, c'est pas directement un métier de distribution, c'est un métier de stockage, ça c'est certain. Je précise justement que c'est au catalogue et pas à l'article Charme. Ouais, parce que sinon ça ne marche pas. Alors que ça pourrait paraître ça serait encore moins. Je me permets parce que en fait, j'aimerais quand même que le public puisse poser des questions directes qui pourraient peut-être concerner autre chose que la gestion des flux et donc la partie distribution et le stockage. Ce que je retiendrai pour l'instant, et j'espère que cette discussion sera continuée dans les mois à venir, les semaines à venir. La diffusion a l'air de globalement plutôt bien se passer, en tout cas dans cet échange-là. Il y a un vrai sujet donc, sur le suivi des stocks et une transparence de l'information, en tout cas entre la distribution et les maisons d'édition, avec une traçabilité qui a l'air d'être variable selon les distributeurs. Et donc, comme nous parlions de contrat, peut-être que ce sont des clauses qu'il faudra mettre au contrat, dans un futur contrat, par exemple, de distribution plus spécifié. Je vous laisse rajouter chacun, avant de laisser la parole au public, peut-être très brièvement, ce qui vous paraît le plus saillant pour l'avenir. Écoute, moi je dirais que c'est pas l'avenir d'ailleurs tellement, c'est même déjà le présent. On a quand même un nombre d'éditeurs indépendants qui se renouvellent, qui se maintient. Les libraires, avec toutes les difficultés de l'un et de l'autre, se renouvellent aussi. La diffusion-distribution indépendante, ça se réduit, ça s'est beaucoup réduit. Il y a justement lié à ces investissements, entre autres de systèmes d'information et tout, c'est pas garanti que ça ne conduise pas à réduire. Et la difficulté, c'est que moi, j'ai pas forcément vocation à grossir de ça. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette place limitée qu'on a aujourd'hui en diffusion-distribution des éditeurs ? Et ça pose une question aussi sous-jacente qui est très difficile dans une logique d'indépendance, d'accompagnement à long terme, parce que dans les mots que j'avais mis, il y a durabilité, tout ça pour dire qu'un éditeur et un distributeur, les deux, et un diffuseur, ont intérêt à avoir un contrat qui dure longtemps, parce que ça coûte cher au départ, très cher à l'éditeur, mais je vous le dis tout de suite aussi à nos structures. Et du coup, on est sur des accompagnements de très long terme, des gens avec qui on travaille, des contrats qui sont, comme tu disais, qui datent... ça. Et il y a des maisons là-dedans dont le dynamisme est perdu, ça existe. Et du coup, ces maisons d'édition, elles sont là, elles occupent une place qui est limitée et d'une certaine façon, elles empêchent peut-être aussi certains éditeurs qui portent une dynamique, qui travaillent, qui machin, de rentrer. C'est une vraie question, c'est une question compliquée, parce que nous, on est dans une logique aussi de fond, de long terme, de maintien. Mais, et là, comme disait Basile de Césarée, la paire de chaussures qui traîne au fond de ton tiroir, tu la voles à un pauvre. Et je dirais, il y a cette question de qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce que c'est une logique de dire, bah là, ce catalogue-là, il a plus totalement sa place dans la diffusion-distribution. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de penser. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est un sujet intéressant aussi pour les éditeurs qui cherchent un diffuseur-distributeur. Donc il y aurait une question de responsabilisation à rester en diffusion-distribution déléguée quand on a un dynamisme moins vivant en tant que maison d'édition. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On n'a pas envie de le faire, je le redis. Il faut que je passe derrière. Non mais on se rejoint sur... Derrière Basile de Césarée.
on se rejoint sur pas mal de points. On est aussi sur de l'accompagnement d'éditeurs, donc sur la longueur en fait. C'est un investissement dans tous les sens du terme sur l'accompagnement. Il y a la question de la fragilité économique. On est souvent, quand on va en rencontre nationale de la librairie, on est toujours visé comme le maillon suspect de l'engraissement global. Bon, probablement, mais ça pose ces questions d'économie. Je crois que de toute façon, on doit monter, la pression économique tombe sur tous les maillons de la chaîne et on doit accélérer. C'est comme ça que c'est né aussi. En fait, moi, mon boulot, c'est assez horrible. Les libraires, je les vois juste quand ils ont un problème. Bah, les éditeurs, c'est un petit peu la même chose. C'est quand il y a un courrier de colère qu'on se voit et qu'on essaye de co-construire des choses avec une partie d'intérêts communs qu'il faut qu'on mette sur la table pour travailler et la difficulté des intérêts qui sont parfois divergents et qui posent cette question de suspicion avec toujours, bah oui, le retour, le distributeur, il gagne dans tous les cas. Bah, nous, faire bosser 8 personnes pour détruire des bouquins, c'est pas fou, on préférait gérer plus vite les expéditions. Voilà. Donc il y a beaucoup de sujets, on est en co-construction, il y a quand même beaucoup d'avenir aussi, il y a un dynamisme côté édition indépendante, on l'a vu pendant 2 jours, donc en fait il y a quelque chose à traiter. On est aussi très sollicité en tant que diffuseur. Ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça interroge aussi sur ces questions-là et la manière d'accompagner correctement, parce que signer des contrats, c'est pas un problème, hein. Par contre, l'intégrer et raconter nous-mêmes l'histoire au libraire, l'occuper dans le temps et être voilà, un vrai accompagnateur, ça c'est une vraie question. Et assurer de la qualité. Bon, moi, j'ai l'impression qu'à vous écouter, tout va bien un peu. Il y a juste des ajustements à faire. J'aimerais bien qu'on, indépendamment, c'est vrai qu'on a discuté pas mal de choses techniques et la discussion se poursuivra. Je pense qu'il y a quand même, dans l'activité diffusion-distribution, une question de valeur ajoutée, une question de où est la compétence, où est vraiment votre spécificité, où est-ce qu'on... je sais pas, j'ai choisi Harmonia Mundi, je sais pourquoi. Et je pense que beaucoup d'éditeurs, éditrices qui choisissent une diffusion-distribution déléguée le font de manière avec vraiment une intention, en sachant pourquoi ils s'adressent à ces diffuseurs-distributeurs. Néanmoins, il y a peut-être entre vous, entre diffuseurs-distributeurs, des solutions à chercher de mutualisation peut-être de logiciels, mutualisation de gestion, mutualisation de solutions de stockage. Je veux dire, le stockage, c'est pas votre plus valeur ajoutée, quoi. Après tout, c'est peut-être le truc dont tout le monde a envie de se débarrasser. Pourtant, c'est compris dans le prix qu'on vous paye, d'une certaine manière, la rémunération de la distribution. Il y a peut-être des solutions à trouver, y compris dans des questions de distribution, peut-être pour justement ce stock qui ne tourne pas ou qui tourne peu. Enfin, moi, c'est pas mon métier, donc c'est pas à moi non plus d'apporter des réponses. Je sais juste que il y a des initiatives comme Uplibris, etc. Il y a une réflexion collective. On se pose des questions avec des libraires, on se pose des questions avec des auteurs, etc. Comment travailler mieux ensemble cette chaîne du livre indépendante. Et je crois que la diffusion-distribution a un rôle très important à jouer là-dedans. Et c'est pas, je suis désolé, je ne veux pas du tout paraître désagréable, mais c'est pas en se cachant derrière une normalité de flux qu'on masquera la réalité qui est qu'il y a une vraie tension avec un vrai péril pour l'édition indépendante et qui impactera forcément la diffusion-distribution, indépendamment. Bien sûr qu'il y a toujours des éditeurs qui reviendront, etc. Donc c'est une espèce de production sans fin, mais néanmoins il y a un système qui se fragilise. Et si on ne trouve pas des solutions qui sont, qui ont des effets tant du point de vue économique qu'écologique, social, et même en termes de logique de chaîne du livre, je pense qu'on n'arrivera pas à absorber les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. On en a parlé à plusieurs reprises durant ces assises. Il y a vraiment une question en fait, d'interdépendance et de co-construction globale en pensant notre filière à beaucoup de niveaux, y compris les niveaux sociaux et économiques et écologiques. Et voilà, je pense que Benoît a très bien synthétisé tout ça. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle qui pourraient apporter Je crois qu'il y a quelqu'un. Oui. Bonjour, Alexandre Borle, donc je travaille avec Régis chez BLDD. Je m'occupe de la diffusion images, donc bande dessinée et jeunesse. Malgré tout le bien que je pense de vous quatre, vous n'avez pas du tout rempli votre contrat idéal concernant cette table ronde parce que vous n'avez pas parlé de diffusion. À aucun moment les représentants n'ont été mentionnés. Leur travail et en quoi consiste la diffusion, à savoir accompagner des catalogues et les transmettre aux libraires. Moi je pense, ça fait seulement quelques mois que je suis en poste et je commence
à peine à percevoir l'ampleur de la tâche, mais je pense à l'éditorialisation de la diffusion, à comprendre nos catalogues dans leur ensemble, à les faire interagir, à expliquer pourquoi nous avons telle maison d'édition dans la même diffusion, quel sens ça a. BLDD Images est né après la fin du comptoir des Indés, pour les personnes qui ont connu le comptoir des Indés, où il y avait une vraie réflexion justement sur ce que c'était la diffusion et l'éditorialisation de la diffusion. Et vous êtes diffuseur. Donc avoir une vraie réflexion sur le rôle du diffuseur, des représentants. Moi j'ai des représ qui partent en tournée sans avoir les PDF des livres. J'ai des représ qui partent en tournée sans avoir de couverture de livres. Et en fait, dans le contrat idéal diffusion-distribution, c'est aussi que le diffuseur puisse dire à l'éditeur « Non, ce livre-là, t'es pas prêt, on va pas le sortir, on va le décaler, on va le changer de programme. » Il faudrait aussi que le diffuseur puisse dire à un éditeur ce livre-là, tu fais une erreur, ça n'a aucun sens, tu devrais ne pas le faire ou revoir ta copie, le sortir dans un an. Je pense que dans le contrat idéal de diffusion-distribution, il faudrait que le diffuseur ait un vrai regard sur la production éditoriale, puisse donner des conseils, être un accompagnant. Et pour revenir sur votre obsession du stockage, que la mission du diffuseur, c'est aussi de diffuser du fond. Et peut-être bloquer la production de temps en temps. Moi, j'ai soumis hier autour d'un verre une idée à une amie éditrice qui n'est pas chez BLDD, la proposition de ne pas avoir de nouveautés pendant 2 mois dans l'année, mai-juin, et qu'une tournée par an des représentants soit consacrée à diffuser du fond, et aucune nouveauté. Et elle a sauté au plafond en disant bah non, c'est pas possible, je peux pas faire 2 titres de moins par an ou les décaler, etc. Donc je crois qu'il faut tout remettre à plat, il faut réfléchir différemment, mais là c'est la fin de la table ronde, on n'a pas le temps, donc rendez-vous dans 2 ans, quoi. Ça serait bien qu'on se voit avant. Je voudrais quand même remercier Alexandre pour cette partie-là, parce que c'est vrai qu'on s'est vraiment concentré sur la distribution, qui était un des points saillants en fait quand on a préparé cette table ronde. L'éditorialisation des catalogues, c'est hyper important, et je reviens sur les métadonnées et autres en fait, informations, couverture. En fait, c'est la base. Si les éditeurs ne transmettent pas ça en temps et en heure, le travail de la diffusion est quasi impossible. Et c'est dans les contrats. Donc merci Alexandre. Bonjour, Isabelle Corfias des éditions La Voselle. Je me posais la question à savoir, est-ce que le contrat idéal, c'est pas aussi de scinder la diffusion de la distribution, qui semble être un point délicat. Et pour rejoindre ce que disait monsieur, on a besoin d'être diffusé, et puis certains éditeurs ont la capacité de distribuer. Donc, est-ce que le contrat idéal, c'est pas de proposer 2 contrats, finalement? Ouais, alors nous, de fait, on a 2 contrats, même si les 2 sont chez nous, j'allais dire. On abrite aussi des diffusions qui n'appartiennent pas à BLDD. On a aussi même quelques éditeurs qui n'ont pas de diffusion déléguée, donc ils sont ce qu'on appelle nous en autodiffusion. En revanche, on ne diffuse pas d'éditeurs qui se distribuent eux-mêmes. Ça, c'est déjà